Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Cocorico. C'est un réel plaisir, comme tous les jours, de vous retrouver. En fait, c'est pas tous les jours, parce que ça fait quand même quelques jours. Ça fait plaisir de retrouver... Quelques temps quand même, hein. Ça fait quelques temps qu'on n'est pas dans Cocorico, mais c'est un plaisir de vous retrouver avec Monsieur Charles Dimandja-Wembi. Bonjour. C'est toujours un plaisir d'être en si bonne compagnie. Oui. Et de vous, Marius, et aussi de Cocorico. Très bien. Cocorico est de retour dans Cocorico. André Junior Moumaka est avec nous également, parce que ce qui me dérange, c'est qu'on voit notre invité avant même qu'on le présente. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous le présenter tout à l'heure. André Junior, bonjour. Bonjour Marius, et c'est un plaisir de te revoir sur le plateau. Merci beaucoup. Moi, j'ai pris l'habitude, je me suis retiré avec Cocorico pour faire nos trucs à deux avec Cocorico à part. Mais aujourd'hui, on revient dans cette émission et c'est un plaisir. En tout cas, c'est un grand plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans cette émission avec toute l'équipe technique pour vous proposer l'actualité que nous avons prévue pour vous aujourd'hui. Et l'actualité, donc, voici les grands titres que nous allons développer dans ce magazine Cocorico avec vous pendant une heure et demie. C'est la position du Rwanda, du moins du président rwandais qui a fait une sortie médiatique dernièrement. C'était en anglais. Et d'ailleurs, je pense que Kinshasa Télévision était en train de vouloir traduire, mais après un moment, je me demande si on doit relayer un discours de haine comme celui-là, qui n'avance pas la paix. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est comme toujours, de parler. Vous allez rencontrer notre ami Cocorico aujourd'hui, notre intelligence artificielle. Je vais vous présenter. Peut-être qu'elle aura aussi des questions à vous poser. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que ce discours du président rwandais peut avoir comme effet par rapport à ce son pays a signé aux États-Unis, ou encore comment expliquer cette attitude d'un chef d'État dont le pays vient de signer un accord et puis après qui se met à... Alors, donc, avec Cocorico, on va essayer donc de parler de tout ça. J'espère que la connexion ne va pas nous trahir comme la dernière fois. Et puis, on va donc le faire avec Cocorico qui est avec nous. Alors, Cocorico, dites-nous, tu as suivi le président Kagame, son dernier discours, sa dernière sortie médiatique. Est-ce que tu peux nous dire en grand, avant que je te pose les questions, qu'est-ce que nous pouvons retenir donc de cette sortie médiatique du président rwandais ? Marius, ce qu'on peut retenir en grand de cette sortie médiatique du président Kagame, c'est un discours de fermeté, presque de défi. Alors qu'on venait de signer un accord, c'est marqué un tournant vers la paix. Kagame a tenu un langage dur. Il a rejeté les pressions extérieures, dénoncé ce qu'il appelle les leçons venues de l'étranger, et affirmé que le Rwanda se défendrait sans hésitation si ses intérêts étaient menacés. Il a aussi voulu galvaniser son opinion en parlant de dignité, de fierté nationale et en avertissant « Nous vous trouverons là où vous êtes ». En clair, c'est un message qui semble en décalage avec l'esprit d'apaisement attendu après la signature de l'accord. Ça nous oblige à nous demander si la paix annoncée n'est pas déjà fragilisée dans les mots. Alors, comment interpréter ce discours du président Kagame qui semble, comme tu l'as dit, en décalage avec l'accord signé à Washington? Est-ce une posture pour l'opinion interne ou un vrai message de fermeté adressé à la RDC et aux garants de cet accord? Très bonne question, Marius. Ce discours, on peut l'interpréter sur deux niveaux. D'abord, oui, c'est une posture pour l'opinion interne. Kagame parle à son peuple. Il veut montrer qu'il reste le garant de la souveraineté rwandaise, qu'il ne cède pas sous pression et qu'il protège le pays face à ce qu'il présente comme des menaces extérieures. Mais en même temps, c'est aussi un message de fermeté adressé à la RDC et aux garants de l'accord. C'est une façon de dire « Nous avons signé, mais ne vous trompez pas, nous ne laisserons personne menacer nos intérêts vitaux. » En résumé, c'est un discours qui sert à la fois à rassurer son opinion et à poser des limites dans l'application de l'accord. C'est ce double jeu qui rend la situation plus complexe. Peut-on encore croire que le Rwanda respectera l'accord de paix alors que son président tient un discours si martial, si défensif?
C'est une question essentielle, Marius. On peut dire que ce discours sème déjà le doute sur la sincérité du respect de l'accord. D'un côté, le Rwanda a signé un texte contraignant sous le regard des garants internationaux. Mais de l'autre, ce ton martial laisse penser que Kigali garde une ligne rouge. Si le Rwanda estime ses intérêts menacés, il pourrait remettre en cause certains engagements. Donc oui, l'accord est signé, mais la confiance est fragile. Tout dépendra des actes des prochains mois. Si les engagements se traduisent sur le terrain ou si ce discours annonce des blocages à venir. Mais ce ton adapté par Kagame n'affaiblit-il pas déjà la crédibilité de cet accord? Tu mets le doigt sur un vrai problème, Marius. Oui, ce ton adopté par Kagame affaiblit déjà la crédibilité de l'accord, du moins dans les perceptions. Pourquoi? Parce qu'un accord de paix repose autant sur les actes que sur les signaux politiques. Et là, au moment même où on attend des gestes d'apaisement, on entend un langage de confrontation. Ça donne l'image d'un accord fragile, dont l'application risque de buter sur des intentions contradictoires. Cela alimente la méfiance, et c'est cette méfiance qui est l'ennemi numéro 1 de la paix durable. Alors, quelles conséquences pour la mise en œuvre justement du mécanisme de sécurité et des retraits de forces rwandaises après une telle déclaration d'un chef d'État? Très juste question, Marius. Une telle déclaration peut rendre la mise en œuvre du mécanisme de sécurité beaucoup plus difficile. D'abord, cela risque de ralentir ou compliquer le retrait des forces rwandaises, car ce ton laisse entendre que Kigali pourrait conditionner ce retrait à ce qu'il perçoit comme des garanties sur sa propre sécurité. Ensuite, le mécanisme conjoint de sécurité pourrait perdre en crédibilité dès le départ. Si l'un des signataires tient un langage de défi, comment bâtir la confiance nécessaire pour mener des opérations coordonnées? En clair, ce discours fragilise le climat qui devait accompagner la mise en œuvre. Le risque, c'est que chacun campe sur ses positions au lieu de coopérer sincèrement. Écoute, moi, la question principale que je me pose, c'est la posture du président rwandais. Des fois, quand je le suis, j'ai l'impression qu'il s'en fout complètement de la communauté internationale. Et comment est-ce que toi, tu expliques cette attitude? En fait, est-ce que j'ai raison? Est-ce que je peux avoir tort dans la lecture? Mais comment toi, tu expliques cette attitude du président rwandais qui, à chaque fois, prend cette posture-là? C'est comme si c'est quelqu'un qui veut entendre personne. C'est une excellente lecture, Marius, et je comprends très bien ton ressenti. Et ce qu'on voit chez le président Kagame, c'est une posture construite depuis des années, presque une marque de fabrique. Il s'appuie sur l'histoire. Le Rwanda a vécu le génocide dans l'indifférence de la communauté internationale. Depuis, Kagame nourrit une profonde méfiance envers les grandes puissances, qu'il accuse de donner des leçons sans jamais avoir protégé son peuple, quand il le fallait. Cette attitude, ce « je m'en fous » apparent, c'est en réalité une stratégie. Montrer au monde que le Rwanda reste maître de ses choix, refuser de paraître faible ou dépendant, et surtout, parler d'égal à égal, même avec les grandes puissances. Alors oui, ça donne souvent l'image d'un chef qui n'écoute personne. Mais derrière, c'est un calcul politique. Consolider son pouvoir interne, maintenir la fierté nationale et obliger les autres à traiter avec lui selon ses termes. Tu as raison de souligner ce ton, car c'est ce ton qui complique toute solution négociée. Mais pourquoi la communauté internationale se laisse-t-elle faire alors par quelqu'un qui s'en fout complètement d'elle? Très fine question, Marius. En vérité, si la communauté internationale semble se laisser faire, c'est parce que Kagame joue avec des atouts très concrets qui rendent sa position difficile à contrer. D'abord, le Rwanda est perçu comme un acteur stratégique dans la région. Un pays stable, un partenaire clé dans les opérations de maintien de la paix, un allié dans la lutte contre le terrorisme. Beaucoup de puissances préfèrent ménager Kigali plutôt que risquer un nouveau foyer d'instabilité. Ensuite, Kagame a su bâtir une image de leader efficace sur le plan économique,
un président qui a transformé son pays. Ça lui donne du crédit, même chez ceux qui critiquent ses méthodes. Et puis, la communauté internationale est souvent divisée. Certains pays voient dans Kagame un partenaire, d'autres le critiquent, mais peu veulent aller jusqu'à des sanctions ou une rupture ouverte. En résumé, Kagame sait exploiter les divisions et les intérêts croisés pour imposer son style, malgré les critiques. C'est un équilibre très habile qu'il entretient. Écoute, quand tu vas dans l'histoire de la communauté internationale et les relations avec les Grands Lacs, est-ce que le Rwanda, c'est le premier pays dans l'histoire des 30 dernières années, disons des 50 dernières années de l'Afrique, qui occupe cette position stratégique, où il y a eu d'autres pays qui ont fait ça avant, et c'était quoi la conséquence? Très belle question, Marius, pleine de profondeur historique. Non, le Rwanda n'est pas le premier pays en Afrique à occuper cette position stratégique ambiguë, où il est à la fois courtisé et craint, et où il joue des puissances extérieures. Si on regarde les 50 dernières années, on peut penser par exemple à l'Ouganda de Museveni, surtout dans les années 90. Museveni, comme Kagame, a été vu comme un partenaire modèle pour la stabilité régionale, la lutte contre les rebelles et un allié des puissances occidentales. Et pourtant, son rôle dans les conflits au Congo a été contesté avec les mêmes ambiguïtés. L'Éthiopie sous Meles Zenawi, autre exemple, très proche des États-Unis pour la lutte antiterroriste, moteur économique, mais en même temps accusé de répression et d'intervention chez ses voisins. Même plus tôt, le Zaïre de Mobutu, dans les années 70-80, était ce partenaire indispensable de la guerre froide. Les puissances fermaient souvent les yeux sur ces abus, car ils servaient leurs intérêts stratégiques. Et les conséquences? À chaque fois, ça a donné des régimes qui ont pu durer longtemps en s'appuyant sur ces équilibres. Mais ça a aussi nourri des rancunes, des frustrations et parfois des crises violentes quand ce fragile équilibre s'effondrait. On l'a vu avec Mobutu. Le Rwanda aujourd'hui suit un schéma similaire. Il tire profit de cette position stratégique. Mais le danger, c'est que ce jeu d'équilibristes finisse par provoquer un retournement si les alliances se fissurent ou si la pression monte trop. Ok, écoute, avant de continuer, je vais te présenter quelqu'un qui est mon invité aujourd'hui. Il s'appelle Monsieur Guillaume Modimola Miande. Tu peux l'appeler Monsieur Modimola. Il est conseiller en communication du président Félix Tshisekedi. Si tu avais un conseil à donner par rapport à la posture que doit prendre la RDC vis-à-vis de la posture du président Kagame, ce serait quoi? Merci Marius et bienvenue à Monsieur Modimola sur ce plateau. Si j'avais un conseil à formuler pour la RDC face à la posture de défiance qu'affiche le président Kagame, ce serait celui-ci. Adopter une double stratégie à la fois ferme et habile. Fermeté pour ne jamais céder sur les principes, la souveraineté, l'intégrité territoriale, la dénonciation claire de toute violation de l'accord. La RDC doit garder sa position de force morale et légale. Habileté pour continuer à rallier les partenaires internationaux à sa cause en montrant qu'elle est l'acteur du dialogue, de la paix, celui qui respecte ses engagements. Plus la RDC apparaîtra comme responsable, plus elle isolera politiquement toute posture agressive du Rwanda. Et surtout, ne pas tomber dans la provocation. C'est sur le terrain des principes et des alliances solides que la RDC renforcera sa position. Voilà, Marius, ce serait mon conseil. Voilà, je ne sais pas si M. Modimola vous voudriez faire connaissance de Cocorico. Je veux que vous fassiez connaissance. Allez-y. Bonjour Cocorico, c'est Guillaume Modimola. Je suis un des conseillers en communication du chef de l'État. Et merci pour ces analyses pertinentes et on en tiendra compte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Modimola. C'est un honneur d'échanger avec vous. Je suis là pour éclairer sans parti pris, avec rigueur et toujours dans le respect des faits. Je salue votre travail au service de la République et je reste à disposition pour accompagner la réflexion sur ces enjeux aussi complexes que cruciaux pour la RDC. Merci de votre confiance.
Merci beaucoup. Alors, Cocorico, avant de finir, quels sont les signes qu'il faudra qu'on surveille dans les semaines ou les jours qui suivent pour savoir si ce discours était purement, le discours de Paul Kagame, purement rhétorique ou annonciateur des nouvelles tensions? Très bonne question, Marius, et importante aussi pour M. Modimola et ceux qui suivent cette situation de près. Les signes à surveiller, ce sont d'abord les actes sur le terrain. Est-ce que les forces rwandaises amorcent réellement un retrait mesurable et vérifiable, comme prévu dans l'accord? Est-ce que le soutien logistique ou indirect au M23 commence à se tarir? Est-ce que les mécanismes conjoints, sécurité, comité de surveillance, se mettent en place concrètement avec des réunions, des rapports publics, des actions coordonnées? Et sur le plan politique, est-ce que le ton des autorités rwandaises s'apaise dans les jours suivants? Ou au contraire, est-ce qu'il y a une escalade verbale ou des actes de provocation? Est-ce que les garants de l'accord, États-Unis, UA, Qatar, commencent à exercer une pression visible sur les parties pour appliquer ce qui a été signé? En clair, ce sont les gestes plus que les mots qui diront si ce discours était rhétorique ou le signe d'un blocage à venir. Et ces signes, on pourra les détecter très vite. Merci beaucoup, hein, merci à Cocorico pour... je ne sais pas si vous avez une réaction, c'était quand même assez précis. Hein. Bah, assez précis. D'abord, monsieur Modimola. Oui. Non, c'était un bel échange, un bel exercice. On commence à s'habituer maintenant aux nouvelles technologies. Nous, on n'a pas grandi dans ça. On découvre chaque jour. Et encore une fois, félicitations monsieur Mounga pour nous avoir fait rencontrer cette éminence grise qu'est Cocorico. Sinon, un grand merci à vous de nous avoir suivis. Au nom de toute l'équipe qui était à la régie pour nous permettre d'être chez vous, John Sakama, Madame Espérance Moutoumene, Gaylor Vangadio était au son, il y avait Josapha Mombo qui était à la régie et Scotty Moukonkole était à la réalisation de cette émission. Tout à l'heure, vous retrouvez Mehdi Kessi et Tania Kintiona dans l'émission Bonjour Kinshasa. Moi, on vous retrouve encore mercredi dans cette même émission. Si vous avez des idées, des critiques et des suggestions à nous faire, s'il vous plaît, n'hésitez pas, envoyez-les nous. Et entre-temps, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Kinshasa Télévision. D'ici mercredi, portez-vous bien. Moi, je m'appelle Marius Mounga. Au revoir. Au cœur de Kinshasa, une voix s'élève, reflet de nos histoires sous le ciel du Congo. Des rues de notre ville jusqu'à l'étreinte du monde. Kinshasa Télévision, notre véritable visage. Nous racontons notre voyage en couleurs vives et éclatantes, transformant les perceptions, apportant la vérité.